Sit-in des travailleurs de la société Icagel. Ils protestent contre leur licenciement pour motifs économiques. Au nombre de 166, ils n'excluent pas d'observer une grève de la faim. Suite au crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en Centrafrique, aucun élément de l'enquête n'est rendu public. Une enquête qui doit être menée par la Centrafrique conformément au pouvoir d'enquête du Sénégal. Éventuelle liquidation d'Ousmane Sonko pour la prochaine présidentielle. Aïmirou Gningue dément, le président du parti PASTEF. Le président du groupe parlementaire de la majorité est persuadé que l'Assemblée nationale ne légifère pas contre personne. La page des sports Youssouf Bodjan, la rubrique anglaise Koumba Sandiane Faye. Le débrief avec Mamadou Goudjabi, inspecteur d'académie de Kolda. Entretien sur l'effectivité de la rentrée des classes dans la zone. Bonsoir à toutes et à tous. Abdou Chama sur la partie technique. 166 employés de la société Icagel en chômage technique. Ces travailleurs dénoncent le motif économique évoqué par la direction générale. Dès demain, ils vont attaquer la décision auprès de l'inspection du travail. Ces travailleurs de la société de transformation de poissons qui étaient en sit-in n'excluent pas d'observer une grève de la faim, nous dit Abdourahmane Diallo. Une centaine de travailleurs de la société de transformation de poissons Icagel Mbour envoyés au chômage technique. Ils sont dans tout leur état. Jean-Noël Gningue, porte-parole du collège des délégués de Icagel. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau d'Icagel et qu'on ne peut pas cautionner. Le PDG nous a notifié depuis le vendredi que nous allons en chômage technique pour un effectif de 166 personnes. Il dit que c'est chômage technique parce que lui, il n'a plus de produits actuellement, il n'a pas les moyens financiers pour quand même subvenir à ses dépenses. Mais nous disons non. Ces travailleurs estiment que le motif brandi par la direction générale est basé sur du faux. Pour faire un chômage technique, il faut certains critères. Premier lieu, le cas de force majeure, incendie ou autre, il n'y a pas d'incendie. L'incendie qui était à Icagel, c'était en 2017. Et cette année même, on a fait une production très excessive. Actuellement, à l'instant où nous parlons en 2019, on est à plus d'une centaine de conteneurs qu'on a travaillé au niveau d'Icagel. La deuxième, c'est la baisse conjoncturelle importante de commandes ou bien la perte d'un client conséquent. On n'a pas de perte de clients au niveau d'Icagel. La preuve, on a de nouveaux clients. Je cite juste l'exemple de Surmer de France. D'ailleurs, il ne compte pas se laisser faire cette fois-ci. Dès demain, on ira voir l'inspecteur. Nous n'hésiterons pas à faire des grèves, nous n'hésiterons pas à faire des sittings, nous n'hésiterons pas aussi à partir faire une marche. En 2017 aussi, la société Icagel avait licencié une centaine de travailleurs. Nos tentatives de joindre le directeur général sont restées vaines. Son téléphone sonne dans le vide et il n'a pas aussi répondu à notre SMS. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Je vous le disais dans les titres, beaucoup de zones d'ombre encore après le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en Centrafrique. Aucun élément de l'enquête n'est rendu public, mais il faut souligner que celle-ci doit être menée par la République centrafricaine, conformément au pouvoir d'enquête du Sénégal. La mission de l'ONU peut être représentant accrédité, Georges Déthié-Diop. L'aéronef est une propriété du Sénégal, mais c'est l'ONU qui a souscrit à l'assurance. Pour autant, les États, le Sénégal par exemple, peuvent prévoir ces genres d'accidents de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise en termes d'indemnisation ou autre. Mais les Nations Unies l'ont déjà inscrit dans leur procédure. Ce n'est pas la seule chose prévue par l'ONU. L'Organisation des Nations Unies marque d'un point d'honneur les enquêtes sur les accidents. Et pour ce qui est des accidents touchant un aéronef militaire, c'est le cas de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise qui a crashé en RCA. Ils doivent faire l'objet d'une enquête menée par l'autorité de l'État d'occurrence, c'est-à-dire la Centrafrique. Seulement, le manuel concernant les unités d'aviation militaire prenant part à des missions de maintien de la paix de l'ONU souligne que l'enquête doit être faite conformément au pouvoir d'enquête pertinent du gouvernement de l'État auquel l'aéronef militaire appartient. Le Sénégal, dans ce cas de figure. Le document datant de 2015 mentionne que la mission de l'ONU en cause, dans le rapport d'accident, va communiquer à l'autorité d'occurrence chargée de l'enquête et au gouvernement de l'État auquel l'aéronef militaire appartient, l'intention d'être un représentant accrédité. D'où la question de savoir maintenant si toutes ces étapes ont été respectées. La Centrafrique a-t-elle ouvert une enquête? Le Sénégal a-t-il saisi la RCA de ses pouvoirs d'enquête? Tout porte à croire en tous les cas qu'on en est à l'enquête préliminaire pour déterminer la cause probable de l'accident. Il est à la charge du commandant de l'unité de l'aviation militaire. Il peut après coup
faire suivre les conclusions pour une analyse en profondeur. L'hélicoptère Mi-35P des forces sénégalaises qui s'est écrasé en Centrafrique, faisant 4 morts, est le deuxième hélico perdu par l'armée sénégalaise à moins de 2 ans après le Mi-17 accidenté en 2018 à Missirah. Les détails sur les Mi-35P avec Koumba Sandiane Faye. Un hélicoptère Mi-35P des forces armées sénégalaises au moment de son atterrissage à Boire, dans l'Est en Centrafrique, s'est écrasé. 3 casques bleus sénégalais y ont laissé la vie. Le capitaine Moussa Thiam en est la 4e victime. L'hélicoptère revenait d'une mission opérationnelle au profit de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Les Mi-35P sénégalais de facture russe ont été modernisés en 2016. Il leur avait ajouté système électro-optique DSP HD avec caméra haute définition, capteur infrarouge, télémètre laser et autres. Ces appareils sont notamment armés d'un canon bitume GSH 30K de 30 mm et peuvent emporter des roquettes. Il s'agit du deuxième hélicoptère perdu par l'armée sénégalaise en 18 mois. En mars 2018, un Mi-17 de conception russe s'était écrasé à Missirah, en Casamance, avec 20 personnes à bord, dont 6 perdirent la vie. 18h08, merci de choisir la RFM pour vous informer. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ont entamé une grève illimitée depuis ce matin. Ils déplorent leurs conditions d'études et le non-respect des engagements du ministère de l'Enseignement supérieur. Ces étudiants réclament notamment l'achèvement des travaux de construction de logements du restaurant universitaire. Vous avez écouté dans nos précédentes éditions le coordonnateur des étudiants de l'université. Suite à la sortie de ces étudiants de Bambey, le directeur du CROUS de l'université Alioune Diop réagit. Et selon Cheikh Abdoulo, il n'y a rien qui pouvait empêcher les étudiants de procéder à leur séance de rattrapage. Toutes les préoccupations des étudiants ont été prises en charge. Les étudiants font savoir que le désherbage de tout le campus ne peut pas se faire. Cheikh Abdoulo est au micro de Babacar Diouf. Ce matin, nous avons été informés que la séance ou bien les séances de rattrapage que l'IFR Ecomige devait organiser n'ont pas eu lieu. Le campus de Bambey a ouvert pour prendre en charge à peu près 300 étudiants qui devaient effectuer des sessions de rattrapage pour l'IFR Ecomige. Donc ces 300 étudiants, on peut considérer qu'ils sont venus parce qu'hier au dîner, nous avons eu 325 étudiants, dont 100 étudiants qui ont logé au niveau des 2 campus de Bambey. Nous avons désherbé tous les espaces immédiats ou attenants au logement, au réfectoire, au service médical et à la mosquée. Naturellement, le désherbage, c'est une opération progressive avec l'hivernage. D'autant que cette année, l'hivernage s'est tardivement installé. Donc, il fallait désherber les espaces qui seront utilisés en premier. Ça, c'est la première précision. La deuxième, ils ont parlé de toilettes fonctionnelles. Toutes les toilettes qui étaient fonctionnelles au moment de la fermeture de l'université, toutes ces toilettes sont aujourd'hui fonctionnelles à l'ouverture. Maintenant, pour les travaux de plomberie interne, effectivement, il faut préciser que ces travaux ont été autorisés lors de la séance du 12 septembre passé par le CA. Ça a été autorisé par le CA, le budget est approuvé par M. le gouverneur. Nous sommes en train de mettre les diligences préparatoires au début des travaux. Au social, ils ont abordé 2 autres points que nous assurons du point de vue du suivi, mais qui relèvent de l'autorité de l'État du Sénégal. C'est le commencement ou bien le début des constructions des logements et la finition des travaux du second restaurant du campus 2. Je confirme que c'est des préoccupations aussi bien de toute la communauté, qu'il s'agisse d'étudiants, du rectorat ou du CROUS. Je vous le disais dans les titres, plan de liquidation d'Ousmane Sonko pour l'élection présidentielle de 2024. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, demain le patron de PASTEF, le député Aymérou Gningue, pense que le temps est au travail et que l'Assemblée nationale ne légifère contre personne. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar révèle que l'Assemblée nationale, que le Parlement va revoir ses textes sur les abstentéismes des députés. Le député Aymérou Gningue est au téléphone de Daouda Diouf. Nous sommes en train actuellement de faire un travail important de réforme de notre règlement intérieur, en prenant en charge les nouvelles questions qui se posent partout dans le monde, en élargissant les commissions et puis en essayant de faire un travail beaucoup plus serré et beaucoup plus adapté à notre rôle donc d'évaluation des politiques publiques. Et c'est dans ça que nous sommes. On ne légifère jamais pour une personne, on légifère pour le général. C'est vrai cependant que dans le futur, et nous nous sommes fixés un délai d'ici le 30 avril,
nous devrions revenir sur beaucoup de points qui concernent le statut du député, la question d'absentéisme au niveau de l'Assemblée nationale, les questions aussi qui sont trop importantes sur le comportement du député. Ça, c'est des questions sur lesquelles nous allons revenir et qui seront prises en charge déjà au niveau des groupes constitués. Et je pense que ça, c'est dans l'avenir qu'on va le régler. Pour rappel, Ousmane Sonko a déclaré que le président Macky Sall et son pouvoir sont en train de préparer un plan pour le liquider politiquement afin de l'empêcher à se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Cela en détruisant son casier judiciaire. Bonsoir Youssouf Bodian. Bonsoir Fama. Du football pour débuter cette page des sports. Avec l'équipe nationale du Sénégal qui a quitté tout à l'heure Paris, les Lions vont faire 12 heures de vol pour allier Singapour. Ce matin, il y avait une séance d'entraînement, séance de décrassage au stade de Roissy à Paris. L'équipe du Sénégal est donc attendue à Singapour ce mardi. Les Lions vont y affronter le Brésil jeudi prochain. L'Égypte joue contre le Botswana le 14 octobre. Ce sera sans Mohamed Salah, sorti sur blessure samedi en Premier League. C'était lors du match Liverpool-Leicester. L'attaquant de Liverpool qui souffre d'une foulure à la cheville. Mais Mohamed Salah devrait être de retour pour affronter Manchester United le 20 octobre prochain. Notez également ces matchs du tour préliminaire aller des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Entre autres matchs ce lundi, la Gambie qui se déplace à Djibouti, match prévu à 19h. Le vainqueur de la double confrontation va intégrer le groupe D composé de la RD Congo, du Gabon et de l'Angola. Pour rappel, le Sénégal est dans le groupe I en compagnie de la Guinée-Bissau, le Congo et Eswatini. Nous parlons du tournoi de l'UFOA qui va démarrer ses demi-finales demain avec le match Côte d'Ivoire-Ghana. C'est au stade Lat Dior de Thiès. Le lendemain, mercredi, le Sénégal va affronter l'équipe du Mali qui a sorti hier la Sierra Leone. Une affiche qui promet un duel entre voisins qui peut être un match difficile. Donc, s'attend le sélectionneur du Sénégal. Il s'appelle Sering Saliou Dia. Je vous propose de le suivre avec Malaji Ndiaye. Jouer contre le Mali constitue aussi l'un des rêves de la sous-région. C'est pour ça que là, ça va être un match très, très disputé, très engagé. Je pense qu'il va falloir être très déterminé, à être très motivé. Voilà, surtout après le reste, il fait respecter le point de jeu, profiter un peu des faiblesses de l'adversaire. Et je pense par rapport à ça, on a mis des stratégies en place pour essayer de venir à bout de cette équipe. Alors, parce que depuis quelques temps, on a joué contre Guinée-Conakry, après contre Guinée-Bissau. Donc là, on est un peu habitué à ces dérives de la sous-région. La constante est qu'au-delà même de ces dérives, je pense que le footballeur sénégalais doit avoir un état d'esprit conquérant, un état d'esprit où il ne faut pas changer de mode, il faut jouer tout le temps à 100%. Et je pense que c'est ça qu'on est en train d'inculquer au corps pour qu'il y ait cette culture en plus ou moins de la gagne, cette culture aussi de la compétitivité, cette culture du fight spirit. Je pense maintenant le foot moderne, au-delà des considérations technico-tactiques, le mental et l'attitude doivent faire la différence. Par rapport à ça, je pense que nous n'aurons pas d'appréhension sur ça. C'était Sering Saliou Dia, le sélectionneur de l'équipe locale nationale donc, du Sénégal qui va affronter celle du Mali mercredi en demi-finale du tournoi de l'UFOA. Les demi-finales qui démarrent dès demain avec Côte d'Ivoire, Ghana, Famajon. Merci Youssouf Bodian. Accueillons Koumba Sandiane Faye pour la rubrique En classe. Bienvenue dans En classe. En classe fait un focus sur les droits d'inscription à l'école en ce début de rentrée scolaire. À l'élémentaire, pour une éducation pour tous, l'enseignement est gratuit et ne donne donc pas lieu au paiement de frais de scolarité, même si dans certains établissements scolaires, l'on demande aux élèves de contribuer financièrement pour le bon fonctionnement de leurs écoles. Adi Maguette Ndiaye nous en dit plus. Même si les droits d'inscription sont formellement interdits dans les écoles élémentaires, les cotisations ne le sont pas. Selon le directeur de l'école Manguier 1, Omar Gueye, ces cotisations prennent en charge certaines préoccupations de l'école. À l'école, quand même, il y a des préoccupations, n'est-ce pas, au cours de l'année, n'est-ce pas, qui s'imposent et qui nécessitent quand même que les parents d'élèves réagissent. Maintenant, avec l'association des parents d'élèves et le CGE, lors de leur assemblée générale, ils sont tombés d'accord quand même que chaque parent à la rentrée, n'est-ce pas, s'acquitte à un taux forfaitaire, n'est-ce pas, pour que vraiment la caisse du CGE soit alimentée, pour que ces préoccupations, n'est-ce pas, au cours de l'année scolaire et en début d'année, n'est-ce pas, soient prises en charge. Ces préoccupations sont telles que des fenêtres qui sont défectueuses, des toitures qui s'envolent,
les toilettes, surtout les toilettes. Wali Nyan, le directeur de l'école Manguier 2, s'inscrit dans la même logique. Mais pour lui, cette participation des parents d'élèves n'est pas obligatoire. Ces participations ne sont même pas du tout obligatoires et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'exclusion si l'enfant vraiment ne participe pas au versement de ses cotisations. Certaines associations de parents d'élèves se cotisent pour soutenir l'école en équipement et infrastructures, mais le défaut de cotisation ne peut en aucun cas constituer un motif de renvoi de l'élève. Une contribution non obligatoire, bon a précisé Adi Maguette. L'argent est géré par les comités de gestion des établissements CGE. L'UNAPES signale qu'un retard ou défaut de participation ne peut guère faire l'objet de renvoi de l'élève. Abdoulaye Fane en est le président. Voilà, je voudrais véritablement vous remercier de nous poser cette question qui est d'actualité présentement. S'agissant de l'école élémentaire, il ne s'agit pas de frais d'inscription, mais de cotisation. Ce sont les parents eux-mêmes qui s'organisent pour déterminer un montant et en faire part à leurs semblables pour qu'ils puissent apporter une contribution financière pour régler certaines questions relatives au financement de l'école. Parce que si l'on s'en tient tout simplement aux crédits qui sont mis à la disposition des établissements élémentaires, il y a problème. Mais comme je l'ai dit, et il faudrait le préciser aussi, ce sont les parents eux-mêmes aussi qui gèrent ces cotisations-là, et en collaboration avec peut-être la direction de l'école. Il va falloir qu'à leur niveau qu'ils déterminent les postes qu'ils veulent véritablement financer. Donc là, c'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, il y a une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui le précise. Donc pour ce qui est de l'élémentaire, c'est pas une obligation. Un parent peut dire qu'il ne cotise pas. Cependant, il serait bien quand même, on les sensibilise pour qu'ils puissent faire un appui, qu'ils apportent une contribution afin de prendre en charge certaines questions qui sont relatives à la gestion de l'école de manière générale. Voilà. Si du côté de l'élémentaire, les frais d'inscription sont formellement interdits. Un arrêté ministériel statue sur les frais d'inscription dans l'enseignement moyen secondaire. Il revient au CGE de définir le montant compris entre 3 000 et 10 000 francs CFA. Plus de détails avec Fatoumata Badialou. Elle est la directrice de l'enseignement moyen secondaire général. Concernant le moyen secondaire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un arrêté fixe les droits d'inscription. Généralement, je pense bien que c'est entre 3 000 et 10 000 francs. Ces droits d'inscription sont établis par le conseil de gestion de l'établissement. Le principe quand même du ministère de l'Éducation nationale, c'est de tout faire pour que les élèves quand même entrent en classe, soit à l'école et entrent en classe. Donc c'est dire qu'il existe un arrêté qui fixe les droits d'inscription. Maintenant, ce qui importe également pour le ministère de l'Éducation, c'est surtout que les frais d'inscription ne soient pas un frein à l'accès effectif aux salles de classe des enfants. Je pense qu'il faudrait que dans le contexte où on souhaiterait que tous les élèves aillent à l'école, il faudrait faire en sorte que les questions d'inscription ne soient pas un frein à l'effectivité de la rentrée scolaire et de l'entrée du démarrage des cours et de l'entrée des élèves. Merci à Adi Maguette Ndiaye en classe. C'est tout pour ce numéro. Rendez-vous lundi prochain. Mamadou Goudjabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur d'académie de Kolda. Nous allons parler de l'effectivité de la rentrée des classes dans la zone. Justement, une semaine après, est-elle effective à Kolda? Oui, je crois que la rentrée des classes est effective. Toutefois, il faut dire que dans certaines écoles ou établissements, elle se fait progressivement, ce qui n'en tient compte un peu des effectifs qui fréquentent les écoles en ce moment. Alors, quitte des abris provisoires, accueille-t-il toujours des élèves avec les pluies qui se sont abattues un peu partout dans le pays? Est-ce qu'ils tiennent toujours? Justement, c'est ça. C'est-à-dire que les abris provisoires, il y a certains abris provisoires qui tiennent. Il s'agit de ce qu'on appelle les abris provisoires améliorés. Mais d'autres abris provisoires sont renouvelés chaque année. Conséquence, avec l'hivernage en cours, les populations, donc disons les communautés, n'ont pas encore véritablement mis en place ces abris provisoires. Conséquence, pour certains établissements ou écoles,
les cours ne sont pas encore effectifs. Alors, oui, allez-y. Oui, et c'est ça. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que il y a quand même des efforts importants qui ont été faits à ce niveau. Et un vaste programme est en cours et nous pensons que d'ici peut-être quelques 2 ou 3 ans, la question des abris provisoires sera derrière nous. Alors, qu'en est-il du taux de scolarité dans la zone, à Kolda? Le taux de scolarité progresse d'une année à l'autre. D'une année à l'autre, le taux progresse parce qu'il y a quand même aujourd'hui une forte sensibilisation et les communautés sont conscientes aujourd'hui, aussi bien du côté des garçons que des filles. L'école est, disons, un cadre d'épanouissement futur pour les enfants. Et aujourd'hui, nous constatons que avec les différentes mesures correctives prises pour le maintien des filles à l'école, la lutte contre la violence en milieu scolaire, la sensibilisation pour l'inscription des enfants à l'école, évidemment, toutes ces actions conjuguées font que le TDS, le taux, évidemment, progresse d'une année à l'autre. Mamadou Goudiaby, la RFM vous remercie. Merci. Moi aussi, vous remercie. Je rappelle que vous êtes inspecteur d'académie de Kolda à 18h passées de 23 minutes. C'est la fin de ce journal.